Au début des années 2000, un voile ténu de mystère flottait déjà sur le monde éveillé, et plus encore sur le royaume insaisissable des rêves. L'humanité, depuis la nuit des temps, avait cherché à déchiffrer les messages murmurés par l'inconscient, ces histoires sans logique qui se déroulaient dans l'obscurité de nos esprits endormis. Carl Jung, le grand explorateur des profondeurs psychiques, avait postulé l'existence d'un inconscient collectif, un réservoir universel d'expériences et d'images partagées, d'où émergeaient des archétypes, des figures primordiales, des symboles universels qui résonnaient à travers les cultures et les époques. Ne était-ce pas là l'explication de ces contes folkloriques, de ces mythes anciens qui, d'un continent à l'autre, mettaient en scène des héros similaires, des monstres aux traits familiers, des sages aux conseils intemporels? Les chamans d'antan, les prophètes des déserts, les conteurs au coin du feu, tous avaient puisé dans cette source commune, révélant des motifs récurrents qui liaient les esprits au-delà des mots et des frontières. Dans les recoins silencieux de nos nuits, certains témoignaient déjà de rencontres étranges, de visages qui revenaient, non pas ceux d'êtres aimés ou de connaissances, mais des inconnus dont la présence, tantôt bienveillante, tantôt menaçante, laissait une empreinte indélébile. Ces figures fugaces, parfois un vieil homme à la barbe blanche dispensant des conseils énigmatiques, parfois une femme aux yeux profonds dont le regard perçait l'âme, étaient-elles de simples créations de l'esprit individuel, des fragments aléatoires de visages croisés au quotidien, ou bien des échos lointains de ces archétypes jungiens, des visiteurs du grand théâtre de l'inconscient collectif? La question demeurait suspendue dans l'air, aussi impalpable que la brume matinale s'évanouissant au premier rayon de soleil. Une curiosité latente, une légère appréhension face à l'inconnu du subconscient partagé, imprégnait les discussions feutrées des cercles ésotériques et des forums naissants sur Internet, où l'on commençait timidement à échanger des récits de rêves étranges. Le monde, à l'aube du nouveau millénaire, vibrait d'une connexion invisible, d'une conscience collective en gestation, prête à donner naissance à des phénomènes d'une ampleur inédite. Les fils invisibles qui liaient les esprits humains étaient sur le point de se manifester d'une manière à la fois troublante et fascinante. Puis, vers 2005, dans l'anonymat d'une ville américaine, une anecdote se mit à circuler, d'abord comme un murmure à peine audible, puis comme une rumeur persistante, avant de prendre les contours d'une légende. L'histoire, aussi simple qu'elle était dérangeante, parlait d'une femme, insomniaque et tourmentée par des cauchemars récurrents. Chaque nuit, elle était confrontée à la même figure masculine, un visage qui s'était ancré si profondément dans son esprit endormi qu'elle pouvait le décrire avec une précision glaçante. Lors d'une de ses séances chez son psychiatre, épuisée par le manque de sommeil et l'angoisse, elle se résolut à dessiner cet homme. Sa main tremblante traça les contours d'un visage chauve, aux sourcils épais et foncés qui se rejoignaient presque au-dessus d'un nez proéminent. Ses lèvres fines esquissaient une expression qui n'était ni tout à fait souriante, ni tout à fait menaçante, mais d'une neutralité troublante, presque indifférente. Les yeux, petits et enfoncés, ne révélaient aucune émotion, comme des billes de verre fixant un point lointain. Le dessin, brut et hâtif, capturait pourtant l'essence d'une présence obsédante. Le psychiatre, un homme d'âge mûr aux lunettes cerclées d'écailles, écouta attentivement le récit de sa patiente, hochant la tête avec la sagesse distante de ceux qui ont tout entendu. Il prit le croquis et, par une de ces coïncidences qui tissent parfois la trame du destin, le laissa négligemment sur un coin de son bureau. Un geste anodin, une petite négligence qui allait devenir la pierre angulaire d'un mythe moderne. Quelques jours plus tard, un autre de ses patients entra dans le cabinet. Tandis qu'il attendait, son regard glissa sur le bureau et s'arrêta brusquement sur le dessin. Une décharge électrique le traversa. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, puis d'un choc de reconnaissance palpable. « Cet homme » demanda-t-il, la voix à peine un murmure, « qui est cet homme ?»« Il apparaît constamment dans mes rêves. » Le psychiatre, surpris, expliqua que c'était le croquis d'un homme qui hantait les rêves d'une autre patiente. La réaction du deuxième homme fut un mélange de soulagement et d'effroi. Il n'était donc pas seul. Cette révélation, d'abord un secret partagé entre quelques murs capitonnés, commença à se propager. Le dessin, ce visage au trait banal et pourtant si singulier, devint l'icône, le point d'ancrage visuel d'un phénomène naissant. Il n'avait rien d'un monstre classique, pas de cornes, pas de crocs, juste un visage humain, mais un visage qui, pour beaucoup, portait le sceau d'une étrangeté fondamentale, d'une familiarité terrifiante. C'était un visage que l'on pouvait croiser dans la rue, mais qui, une fois vu dans le miroir déformant du rêve, prenait une dimension tout autre, celle d'un intrus insidieux, d'un observateur silencieux. L'intrigue grandissait, une atmosphère de coïncidences troublantes et de découvertes inattendues enveloppant cette histoire qui, de bouche à oreille numérique, allait bientôt embraser les écrans du monde entier. Le sentiment de solitude de ces rêveurs était brisé, mais une nouvelle anxiété, celle de partager le même cauchemar, commençait à poindre. En novembre 2006, à des milliers de kilomètres de ce cabinet de psychiatre, dans le calme studieux d'un bureau italien, un homme nommé Andrea Natella, sociologue et artiste, contemplait l'écran lumineux de son ordinateur. Natella, avec son esprit vif et sa curiosité insatiable pour les phénomènes culturels contemporains, avait entendu parler de cette anecdote troublante, de ce visage récurrent dans les rêves. Il y voyait non seulement une histoire fascinante, mais aussi le terreau fertile pour une expérience unique. Il était convaincu que l'ère numérique, avec sa capacité à connecter les individus au-delà des barrières physiques, était le catalyseur parfait pour l'émergence et la propagation de nouveaux mythes. Il percevait l'homme du cauchemar comme une légende urbaine en formation, une cristallisation de peur et d'expériences collectives. C'est ainsi qu'il lança un site web d'une simplicité désarmante, baptisé Tisman.org. L'interface était épurée, presque austère, dominée par le croquis du visage de l'homme, tel qu'il avait été diffusé initialement.
Sous l'image, une question simple et directe, en plusieurs langues. Avez-vous déjà rêvé de cet homme ? Le but déclaré du site était double, une étude sociologique sur la nature des mythes modernes et la contagion des rêves, et une installation artistique interactive. Natella ne cherchait pas une explication scientifique unique, mais plutôt à documenter la résonance du phénomène, à comprendre comment une image, une idée, pouvait se propager et s'ancrer dans l'inconscient collectif. Il invitait les visiteurs à partager leurs propres expériences, à raconter leurs rêves, à décrire les contextes dans lesquels cet homme leur était apparu. L'atmosphère autour de ce projet était expérimentale et légèrement surréaliste. C'était une tentative audacieuse de transformer une expérience subjective et intime, le rêve, en un objet d'étude publique et partagé, via le médium froid et logique de l'Internet. Pour Natella, il y avait une expectative calculée, un désir de voir si cette étincelle initiale pouvait embraser une prairie d'expériences similaires. Pour les premiers visiteurs du site, le sentiment était un mélange de scepticisme et d'espoir. Scepticisme, car l'idée de rêver du même homme que des milliers d'autres semblait trop incroyable pour être vraie. Espoir, car si cela s'avérait fondé, cela signifierait qu'ils n'étaient pas seuls dans leur nuit tourmentée, qu'il existait une connexion invisible et profonde. Le site, avec son appel silencieux et son portrait énigmatique, était une invitation à l'introspection collective, une porte ouverte sur un territoire inexploré de l'esprit humain. Puis, comme une marée montante, les premiers témoignages commencèrent à affluer. D'abord quelques-uns, hésitants, puis de plus en plus nombreux, portant des adresses IP venant des 4 coins des États-Unis, puis du monde entier. Des individus, de tous âges et de toutes professions, écrivaient des courriels, la plupart du temps dans un anglais approximatif, mais toujours avec une conviction troublante. Ils reconnaissaient le visage, c'était son visage, l'homme aux sourcils épais, aux yeux sans expression, celui qui visitait leur nuit. Les récits étaient étrangement similaires, bien que les scénarios de rêve varient. Cet homme n'était jamais le personnage principal, jamais violent, rarement loquace. Il était un observateur silencieux, une présence latente, souvent anxiogène. Il se tenait dans un coin d'une pièce, le regard fixe. Il passait dans la rue, indifférent. Il était assis à la table d'un café, lisant un journal. Sa présence seule suffisait à générer une sensation de malaise, de surveillance, de menace sourde. Ce qui frappa le plus Natella et les premiers internautes à suivre le phénomène, ce furent les témoignages de parents. Des mères et des pères écrivaient pour raconter que leurs enfants, des tout-petits qui n'avaient jamais eu accès à Internet, décrivaient un homme chauve et aux sourcils épais dans leur propre cauchemar. Un enfant de 7 ans dessinait le visage avec une précision déconcertante. Une fillette de 5 ans pleurait en racontant l'homme qui la regardait depuis le placard de sa chambre dans son rêve. Comment cela était-il possible ? Ces enfants, dont l'imagination était à la fois pure et malléable, n'auraient pas pu être suggérés par le site. Cette première vague de reconnaissance valida le concept au-delà de toutes les espérances. Une effervescence numérique commença. Les forums spécialisés dans le paranormal, les phénomènes étranges, la psychologie des rêves, et même les communautés plus générales commencèrent à bourdonner. Des fils de discussion s'allongeaient sur des dizaines de pages, chacun ajoutant son propre témoignage, sa propre variante du rêve, sa propre théorie. Les internautes partageaient des liens vers Tisman.org, encourageant d'autres à vérifier si, eux aussi, avaient rencontré cette figure nocturne. Le sentiment de surprise était palpable, mêlé à une forme de validation collective. Les rêveurs solitaires découvraient qu'ils faisaient partie d'une communauté invisible, unie par un cauchemar partagé. Ce soulagement de ne pas être seul était cependant tempéré par une nouvelle couche d'anxiété. Si tant de monde voyait cet homme, quelle en était la signification ? Était-ce une simple coïncidence de l'esprit, ou quelque chose de plus profond, de plus troublant, qui commençait à se manifester ? Au fil de l'année 2007, le phénomène Tisman cessa d'être un secret bien gardé des communautés en ligne pour gagner en traction significative. L'écho des premiers témoignages se répercuta au-delà des forums spécialisés, atteignant les blogs généralistes, puis les sites d'actualité internet qui s'intéressaient aux histoires insolites. Le portrait de « l'homme du cauchemar », avec ses traits à la fois ordinaires et étrangement mémorables, commença à apparaître sur des pages web de plus en plus diverses, accompagnées de titres accrocheurs et de récits compilés. L'histoire se répandait comme une traînée de poudre numérique, chaque partage, chaque commentaire, chaque lien ajoutant une nouvelle étincelle à l'incendie. Tisman.org, sous l'impulsion d'Andrea Natella, devint le point névralgique de ce phénomène viral. Le site était régulièrement mis à jour avec de nouveaux témoignages, des statistiques sur l'origine géographique des rêveurs, et même des variantes du portrait original, dessinées par d'autres qui avaient cru reconnaître l'homme. Ces mises à jour consolidaient l'image de « l'homme du cauchemar » dans la conscience collective numérique, lui conférant une réalité quasi tangible. Il n'était plus seulement un dessin, mais une entité, un concept, un sujet de conversation globale. Les internautes passaient des heures à scruter les différentes versions du portrait, à débattre des similitudes et des différences, à chercher des indices sur son origine ou sa signification. L'atmosphère devint virale et expansive. Il y avait un sentiment d'urgence à comprendre, à partager, à contribuer à cette narration émergente. Les gens se sentaient investis d'une mission, celle de démêler ce mystère partagé. Des discussions enflammées éclataient sur la nature du phénomène. S'agissait-il d'une forme de suggestion collective, d'une pareidolie de masse, ou d'une preuve de l'existence d'un inconscient collectif actif et puissant ? La fascination collective était à son comble, un désir ardent de comprendre et de contribuer à la narration émergente. Chacun voulait ajouter sa pierre à l'édifice de cette légende, qu'il ait personnellement rêvé de l'homme ou qu'il soit simplement captivé par l'ampleur du mystère.
Dans ce tourbillon d'informations et d'hypothèses, le site Tisman.org, au-delà de sa fonction de collecte, devint un véritable catalyseur. Il ne se contentait plus de recevoir des témoignages, il les amplifiait, les mettait en lumière, et par là même, invitait le public à s'engager plus profondément. C'était une expérience sociale en temps réel, un laboratoire à ciel ouvert où les frontières entre art, sociologie et psychologie s'estompaient. Le site, par sa simple existence et sa mise à jour constante, maintenait la flamme de la curiosité et de l'intrigue. L'homme aux sourcils épais était désormais une figure omniprésente, un spectre numérique qui hantait non seulement les rêves, mais aussi les écrans, les conversations et les esprits d'une communauté mondiale grandissante. L'appel à l'action était implicite dans chaque article relayé, chaque forum de discussion. Rejoignez-nous, partagez votre histoire, aidez-nous à comprendre. Le monde était prêt à écouter, et l'homme aux sourcils épais était prêt à être vu. À l'orée de l'année 2007, l'homme aux sourcils épais n'était plus une simple curiosité italienne. La toile, vaste et sans frontières, devint le vecteur d'une contagion silencieuse, traversant les fuseaux horaires et les barrières linguistiques avec une aisance déconcertante. Les échos de Tisman.org, amplifiés par la résonance des premiers témoignages, se transformèrent en un murmure global. Dans le secret des nuits, des millions d'esprits s'aventuraient dans des paysages oniriques, et beaucoup y rencontraient ce visage. D'abord, ce furent quelques traductions rudimentaires, des résumés bricolés par des internautes passionnés, qui apparurent sur des forums de discussion en Espagne, en Allemagne, puis au Japon. Le portrait, initialement un simple croquis, se démultipliait, ses traits reproduits et partagés, devenant une icône universelle de l'étrange. Chaque pixel, chaque ligne de code, chaque message posté sur un forum de l'autre côté du monde, tissait un peu plus cette toile de l'inconnu. Les témoignages affluaient désormais de tous les continents, du Midwest américain aux lointaines banlieues de Tokyo, des côtes brésiliennes aux villes historiques d'Europe de l'Est. Des voix, distinctes par leur langue et leur culture, s'unissaient pour décrire le même homme, la même présence, la même atmosphère onirique, souvent lourde d'une anxiété diffuse. L'émerveillement face à cette universalité était palpable. Comment un phénomène si spécifique pouvait-il résonner avec tant de force à travers des cultures si diverses? Les claviers crépitaient tard dans la nuit, les écrans projetaient une lumière blafarde sur des visages concentrés. Il y avait une sorte de vertige collectif, une prise de conscience de la puissance insoupçonnée du web, capable de transformer un mythe local en une légende transnationale en un clin d'œil. Mais cet émerveillement était teinté d'une inquiétude grandissante. Si l'homme était partout, sans explication locale, cela ne faisait qu'épaissir le mystère, le rendant plus insaisissable et potentiellement plus menaçant. Qu'était-il? Un archétype jaillissant des profondeurs de l'inconscient collectif, ou quelque chose de plus concret, de plus sinistre? La question flottait dans l'air numérique, sans réponse. En 2008, alors que le visage de l'homme aux sourcils épais continuait de hanter les nuits et les écrans, le besoin d'explication devint une urgence intellectuelle. Les forums de discussion, autrefois lieux d'échange de témoignages bruts, se transformèrent en arènes de débat où les théories les plus diverses, des plus sérieuses aux plus fantaisistes, s'affrontaient. Des psychologues et des experts en rêve, bien que souvent prudents et parfois sceptiques quant à la nature exacte du phénomène Tisman, furent indirectement cités ou virent leurs travaux réinterprétés à la lumière de cette énigme moderne. On parlait de pareidolie, cette tendance de l'esprit à reconnaître des formes familières dans des motifs aléatoires. Le croquis, disaient certains, était suffisamment générique pour que n'importe qui puisse y projeter un visage déjà aperçu, même fugacement, dans un rêve. D'autres évoquaient la puissance de la suggestion. La simple exposition à l'image et à l'histoire pouvait-elle induire un faux souvenir de l'avoir vu, ou même déclencher sa présence dans des rêves futurs? La contagion sociale, la diffusion d'une idée qui s'auto-alimente par la croyance collective, était une autre piste explorée. Puis venaient les théories plus profondes, celles qui puisaient dans le mysticisme de la psyché humaine. La théorie des archétypes de Carl Jung trouvait ici un terrain fertile. L'homme du cauchemar n'était-il pas une manifestation moderne d'une figure primordiale, un ombre universel ou un sage vieil homme inversé, qui émergeait des couches les plus profondes de l'inconscient collectif? Une forme de conscience partagée, un réseau de rêves où les esprits se rencontraient sans le savoir, était une idée audacieuse, presque poétique, qui séduisait les plus mystiques du public connecté. Dans les recoins plus ésotériques de l'Internet, des discussions s'animaient autour de concepts comme les rêves lucides de groupe ou la projection astrale. Des utilisateurs spéculaient sur la possibilité que cet homme soit un voyageur astral, une entité qui pouvait visiter les rêves de plusieurs personnes. L'atmosphère était analytique et spéculative, une tentative désespérée d'ordonner le chaos de l'expérience par le prisme de la science, de la philosophie et parfois de la métaphysique. Cette confusion intellectuelle était un mélange étrange d'espoir de trouver une explication rationnelle qui apaiserait l'inquiétude, et d'une fascination persistante pour le mystère, pour ce qui défiait toute explication. Le silence de la nuit, autrefois refuge de l'intimité onirique, semblait désormais résonner d'une question sans réponse, portée par les voix anonymes et les théories contradictoires. Au fil des mois, de 2008 à 2009, l'impact psychologique de « l'homme du cauchemar » se fit sentir plus profondément, surtout chez les premiers témoins anonymes. Pour certains, la découverte que d'autres partageaient leur vision nocturne fut un soulagement immense. Le fardeau d'une expérience isolée, souvent jugée étrange ou anormale, s'allégeait. « Je ne suis pas fou », pensait-il, un sentiment de validation réconfortant qui brisait des années d'isolement silencieux. Ils se sentaient connectés, membres d'une confrérie involontaire de rêveurs, ce qui atténuait leur peur initiale. Mais pour beaucoup d'autres, cette universalité ne fit qu'intensifier l'angoisse.
Un cauchemar personnel, intime, se transformait en une réalité partagée, amplifiée par des milliers de voix. Il n'était plus seulement le fruit de leur subconscient, mais une menace collective, une ombre qui planait sur la conscience mondiale. La peur devenait plus concrète, plus palpable, nourrie par la certitude que cet homme n'était pas qu'une invention de leur propre esprit. Certains décrivaient des nuits plus agitées, une réticence à s'endormir, de peur de le rencontrer à nouveau. Le focus se tourna alors vers les plus vulnérables, les enfants. Leurs esprits, à la fois malléables et dotés d'une imagination débordante, étaient particulièrement susceptibles à la propagation de cette légende. Dans les cours d'école américaines, les récits de l'homme aux sourcils épais commençaient à circuler, d'abord comme des chuchotements, puis comme des histoires d'horreur racontées à voix basse. Un dessin de l'homme affiché sur Tisman.org pouvait être reproduit maladroitement sur un cahier d'écolier, passé de main en main, transformant une figure numérique en un monstre que tous semblaient connaître. Les parents rapportaient des cauchemars plus fréquents chez leurs enfants, des pleurs nocturnes, des questions anxieuses sur « l'homme chauve » ou « l'homme aux gros sourcils ». La suggestion opérait avec une efficacité redoutable sur ces jeunes esprits. Un enfant qui entendait l'histoire de Disman à l'école ou en ligne et voyait le portrait, pouvait inconsciemment l'intégrer à son propre répertoire onirique. La peur du « monstre » que tous les autres enfants semblaient connaître devenait la sienne, même s'ils ne l'avaient jamais rêvé auparavant. C'était une spirale émotionnelle, la légende nourrissait la peur, et la peur nourrissait la légende. L'atmosphère était introspective et empathique, plongeant dans les répercussions émotionnelles d'une légende vivante, qui prenait racine non seulement dans l'imagination des adultes, mais aussi dans les rêves fragiles des enfants. Le sentiment d'être à la fois connecté à un phénomène global et vulnérable à son influence était une dualité complexe, une danse entre la fascination et la terreur, qui marquait les esprits bien au-delà des heures de sommeil. Les parents se sentaient impuissants face à cette intrusion collective dans l'intimité des rêves de leurs enfants, un nouveau défi pour une génération grandissant avec l'omniprésence du numérique. En 2009, le visage de l'homme aux sourcils épais, autrefois source d'une anxiété partagée, commença à transcender son statut de simple phénomène Internet pour s'immiscer dans la culture populaire numérique, devenant un véritable mème. L'Internet, avec son mélange unique d'horreur et d'humour, avait la capacité de transformer la peur en divertissement, l'énigme en icône. Ce qui avait commencé comme un dessin troublant sur un site, se retrouva détourné, parodié, et parfois même vénéré à sa manière, sur une multitude de plateformes. Son image, reconnaissable entre toutes, fut accolée à des légendes urbaines modernes, les creepypastas, ou des histoires d'horreur inventées et partagées en ligne prenaient vie. L'homme du cauchemar rejoignit le panthéon des figures comme Slenderman, devenant un personnage à part entière dans des récits conçus pour glacer le sang. Des récits le dépeignaient comme un être maléfique, un observateur silencieux, un prédateur onirique, chaque histoire ajoutant une nouvelle couche à sa mythologie grandissante. Mais il y avait aussi la parodie. Son visage impassible, ses sourcils épais, son crâne dégarni, devinrent la matière de blagues visuelles, de photomontages absurdes. Des internautes le plaçaient dans des situations comiques ou incongrues, délestant ainsi une partie de son pouvoir d'effroi par le rire. Il apparaissait sur des tasses, des t-shirts virtuels, des avatars. Cette dualité, la terreur et le ridicule, était symptomatique de la culture Internet, capable d'embrasser simultanément l'horreur la plus pure et l'ironie la plus mordante. Sur les plateformes de partage de vidéos, des montages de témoignages étaient accompagnés de musiques anxiogènes, tandis que d'autres créateurs de contenu exploraient le phénomène sous un angle plus léger, voire humoristique. Les réseaux sociaux naissants, comme Facebook et Twitter, devinrent des caisses de résonance pour sa légende. Des hashtags dédiés, des groupes de discussion, des pages fans, tout contribuait à cimenter son image dans la culture populaire numérique. Il était devenu un sujet de conversation récurrent, une référence que chacun pouvait comprendre, même sans avoir personnellement rêvé de lui. L'atmosphère était ludique et omniprésente, montrant la capacité singulière de l'Internet à transformer une source d'angoisse en un élément de divertissement collectif. Pour certains, cette transformation en mème était une forme de catharsis, une manière de désamorcer la peur en la rendant moins sérieuse. Mais pour ceux qui avaient réellement vu l'homme dans leurs rêves, ceux pour qui sa présence était une source d'anxiété profonde, cette mémification pouvait être déroutante, voire frustrante. Leur angoisse persistait, même si le monde extérieur semblait désormais rire de leur cauchemar. L'homme aux sourcils épais était désormais une icône, mais son mystère, pour les rêveurs, restait entier. Entre 2009 et 2010, alors que l'homme du cauchemar s'ancrait dans la culture numérique, une analyse plus approfondie de la psychologie de la suggestion et de la mémoire devint essentielle pour les experts en psychologie du rêve. Les universitaires et les chercheurs tentaient de démêler les mécanismes complexes qui pouvaient expliquer un phénomène d'une telle ampleur sans recourir au paranormal. Le cerveau humain, cette machine si complexe, était au centre de toutes les interrogations. Des études sur la mémoire et la perception furent citées et discutées. Les experts expliquaient comment la simple exposition à l'image de « l'homme du cauchemar » après avoir lu son histoire sur Tisman.org, vu son portrait sur un blog ou entendu parler de lui dans une conversation pouvait influencer la reconnaissance rétrospective de figures de rêve. Il n'était pas rare que des personnes, après avoir découvert le phénomène, se souviennent soudainement d'avoir vu un visage similaire dans un rêve lointain, persuadés qu'il s'agissait de « l'homme du cauchemar ». C'était le biais de confirmation à l'œuvre. Une fois une idée implantée, l'esprit cherche activement des preuves pour la valider, même si ces preuves sont construites a posteriori. Plus troublant encore, la suggestion pouvait-elle induire de futurs rêves ?
Des expériences en psychologie du rêve avaient montré que des stimuli reçus à l'état de veille pouvaient se manifester dans le sommeil. Si l'on pensait intensément à une image ou à une idée avant de s'endormir, les chances de la retrouver dans un rêve augmentaient. Les discussions se concentraient sur la manière dont la légende virale de Discman pouvait agir comme un puissant inducteur de rêve, créant une prophétie auto-réalisatrice à l'échelle mondiale. Le rôle de la construction narrative dans la perception de la réalité fut également souligné. L'histoire de L'homme du cauchemar, avec son origine mystérieuse et sa propagation mondiale, offrait un cadre narratif si puissant qu'il pouvait façonner la manière dont les individus interprétaient leurs propres expériences oniriques. Le cerveau humain a une soif insatiable de sens et de cohérence. Face à l'aléatoire des rêves, une histoire aussi captivante que celle de Discman pouvait fournir un cadre pour organiser des souvenirs fragmentés ou des images floues. L'atmosphère était scientifique et démystificatrice, une tentative rationnelle d'explorer les mécanismes complexes du cerveau humain face aux phénomènes collectifs. L'état psychologique dominant était une réflexion critique, une remise en question de la fiabilité de la mémoire et de la perception. N'étions-nous pas tous, en fin de compte, des conteurs d'histoires pour nous-mêmes, et cette histoire de l'homme du cauchemar n'était-elle pas simplement la plus grande histoire collective que l'humanité numérique ait jamais racontée ? La ligne entre le réel et l'imaginaire, entre le souvenir et la suggestion, semblait de plus en plus poreuse, laissant planer une incertitude fascinante sur la nature même de nos expériences oniriques. De 2010 à 2012, le phénomène Discman éclata au-delà des confins numériques qu'il avait vu naître, tel un murmure qui s'amplifie jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. Ce n'était plus seulement un sujet de conversation sur les forums obscurs ou les blogs spécialisés, l'homme du cauchemar avait franchi le seuil, s'invitant dans les foyers, les discussions de café et les émissions de radio matinales. Les articles de presse, d'abord timides, se multipliaient désormais dans des médias en ligne plus grand public, puis dans les pages glacées de magazines dédiés aux phénomènes étranges ou à la culture internet. Sa silhouette chauve, ses sourcils épais, son regard énigmatique, autrefois l'apanage d'une niche connectée, s'affichait désormais sur des écrans bien plus vastes, des tablettes aux télévisions. Une émission de radio matinale, par exemple, pourrait consacrer une heure entière au sujet. L'animateur, d'abord amusé, puis visiblement troublé, lisait des témoignages envoyés par des auditeurs. Une voix d'enfant enregistrée décrivait l'homme avec une simplicité désarmante, parlant de sa présence muette au bord du lit, de son sourire qui n'en était pas un. Puis, un parent appelait en direct, sa voix tremblante d'inquiétude, racontant comment son fils de 7 ans avait dessiné l'homme, sans jamais avoir été exposé au site Discman. Orgue, du moins pas consciemment. Le studio, d'ordinaire si bruyant, se drapait d'un silence pesant. Le son du casque de l'animateur, le souffle retenu des techniciens, tout contribuait à une ambiance à la fois médiatisée et amplifiée, le passage d'une curiosité internet à une discussion plus large, parfois teintée de sensationnalisme, mais toujours imprégnée d'une réelle fascination. Le public connecté, lui, oscillait entre une excitation frénétique et un épuisement certain. Ceux qui découvraient le phénomène pour la première fois étaient happés par son magnétisme, par la promesse d'un secret universel enfin révélé. Ils rejoignaient les discussions, partageaient l'image, racontaient leurs propres expériences, réelles ou imaginées sous l'effet de la suggestion. Mais pour les pionniers, ceux qui suivaient l'histoire depuis ses débuts, une certaine lassitude commençait à s'installer. L'homme du cauchemar était partout, surexposé, parfois banalisé. La recherche d'une explication définitive s'intensifiait, mue par un désir ardent de clore ce chapitre, de comprendre enfin ce qui se cachait derrière ce visage omniprésent. Chaque nouvel article, chaque nouvelle émission semblait promettre une révélation, mais ne faisait souvent que relancer le mystère, l'enveloppant d'une couche supplémentaire de spéculation. L'année 2012 marqua un tournant. Face à l'ampleur du phénomène, les experts en psychologie du rêve et en sociologie ne pouvaient plus l'ignorer. Des conférences universitaires, des séminaires spécialisés furent organisés, non pas pour valider l'existence d'une entité onirique, mais pour analyser les mécanismes sous-jacents à une telle contagion collective. L'atmosphère se fit académique et nuancée, tentant de fournir un cadre d'analyse sans invalider la réalité subjective des expériences vécues par les milliers de témoins. Dans les amphithéâtres feutrés, sous la lumière tamisée des projecteurs, des diapositives de l'homme du cauchemar défilaient, juxtaposées à des graphiques complexes et des citations de Jung ou de Lebon. Les psychologues exploraient le phénomène sous l'angle de la psychologie des foules, de la formation des légendes urbaines à l'ère numérique. Ils disséquaient la manière dont un récit, même issu d'une anecdote initiale incertaine, pouvait prendre racine et se propager avec la vélocité d'un virus, alimenté par le besoin humain de donner un sens à l'inconnu, de trouver des liens là où il n'y en a peut-être pas. La résonance des archétypes dans l'inconscient collectif était un thème récurrent. L'homme du cauchemar, avec sa figure générique et ses traits à la fois banals et légèrement menaçants, n'était-il pas une incarnation moderne du nombre jungien, d'un archétype universel de l'inconnu ou de l'intrus ? Des comparaisons étaient faites avec d'autres phénomènes de contagion sociale et d'hallucination collective, du monstre du Loch Ness aux hystéries de masse médiévales. Les experts s'efforçaient de distinguer la réalité neurologique du rêve de son interprétation culturelle. Ils soulignaient que la perception est une construction, et que l'exposition à une image et à un récit pouvait façonner non seulement nos souvenirs, mais aussi nos futures expériences oniriques. Une psychologue expliquait, sa voix posée, comment le cerveau, en quête de motifs, pouvait superposer le visage de l'homme du cauchemar sur des figures floues ou génériques aperçues dans un demi-sommeil, transformant ainsi un souvenir anodin en une preuve irréfutable.
La curiosité intellectuelle était palpable dans l'assemblée, un désir ardent de comprendre les mécanismes profonds derrière ce phénomène qui défiait les explications simplistes. Mais au-delà des théories, subsistait le respect de l'expérience vécue. Même si l'homme du cauchemar était une construction collective, la peur et l'angoisse qu'il suscitait étaient, elles, bien réelles et intenses pour ceux qui le voyaient. Entre 2012 et 2013, alors que les analyses académiques tentaient d'apporter de la clarté, le public connecté, lui, s'engageait dans une quête plus pragmatique, presque obsessionnelle, la recherche d'une vraie identité pour l'homme du cauchemar. Si tant de gens le voyaient, il devait bien exister, quelque part, dans la réalité tangible. L'atmosphère était détective et obsessionnelle, la poursuite d'une vérité tangible derrière le mystère. Sur des forums dédiés et des groupes de discussion, des internautes autoproclamés enquêteurs passaient des heures, des jours, des nuits à éplucher des bases de données de visages, des archives de photos historiques, des listes de personnes disparues. Ils comparaient des milliers de clichés au portrait robot de l'homme du cauchemar, ses sourcils épais, son crâne dégarni, son regard neutre mais troublant. Chaque nouvelle photo postée, même avec la moindre ressemblance, déclenchait une effervescence de commentaires, d'analyses minutieuses, de théories extravagantes. Regardez ce vieil article de journal, ce criminel des années 50. Et si c'était lui, j'ai trouvé un homme qui travaille dans une supérette à Omaha, il a les mêmes yeux. Les fils de discussion s'allongeaient à l'infini, des centaines de pages de spéculation, de fausses pistes, d'espoirs déçus. Certains croyaient qu'il s'agissait d'un individu réel ayant une histoire particulière, peut-être un homme dont la photo avait été diffusée massivement à un moment donné, s'étant ainsi incrusté dans l'inconscient collectif sans que personne ne sache pourquoi. D'autres penchaient pour la théorie d'une figure historique obscure, un personnage oublié dont le visage, par un étrange concours de circonstances, aurait ressurgi des profondeurs de la mémoire collective. La recherche était souvent futile, chaque piste se révélant être une impasse, chaque ressemblance un simple hasard ou le fruit d'une pareidolie exacerbée par le désir de trouver une réponse. Les heures s'étiraient, la lumière bleutée des écrans projetant des ombres fantomatiques sur les visages fatigués des chercheurs amateurs. Cette quête, bien que vaine dans ses résultats, était profondément révélatrice du besoin humain de rationaliser l'inexplicable, de donner un nom et une histoire à ce qui échappe à la logique. La frustration face à l'absence de réponse concrète grandissait, mais un espoir persistant, tenace, continuait d'animer ces détectives du web. L'énigme de l'homme du cauchemar était devenue un défi personnel, une énigme à résoudre à tout prix, même si la solution ne venait jamais. Chaque échec ne faisait que renforcer le mystère, le rendant encore plus insaisissable, encore plus fascinant. Le silence des archives, le défilement infini des visages inconnus, tout cela contribuait à intensifier le sentiment que cet homme était à la fois partout et nulle part, une ombre sans substance, un visage sans nom. L'année 2013 marqua l'apogée du mystère. C'était le point culminant, l'instant où la tension psychologique atteignit son paroxysme. Malgré l'abondance de témoignages, de discussions, d'analyses et de tentatives d'enquête, aucune explication définitive ou universellement acceptée n'avait émergé. Le volume des rapports d'apparition de l'homme du cauchemar était à son maximum. Le site Tisman.org, toujours en ligne, croulait sous les récits, chacun plus étrange et plus personnel que le précédent, mais tous convergeant vers ce même visage troublant. Des milliers de personnes, de tous âges, de toutes cultures, continuaient de décrire des scénarios oniriques similaires. L'homme qui observe en silence, l'homme qui sourit sans joie, l'homme qui ne dit jamais un mot mais dont la présence est une menace palpable. La dissonance était immense, presque insupportable. D'un côté, une réalité partagée par une fraction significative de la population mondiale, une expérience onirique d'une cohérence stupéfiante. De l'autre, une absence totale de causes identifiables, de sources concrètes, de logique rationnelle. Cette tension créait un vide d'explication, un abîme dans la compréhension humaine que ni la science, ni le folklore, ni la technologie ne parvenaient à combler. L'atmosphère était celle de tensions accrues et d'une énigme persistante, le phénomène défiant toute logique et laissant un sentiment d'impuissance face à l'inconnu. Le vertige face à l'inconnu s'emparait des esprits. C'était un mélange de peur existentielle et d'émerveillement devant la complexité insondable de l'esprit humain. Si tant de personnes pouvaient rêver du même homme sans aucune interaction physique, sans aucune source identifiable, qu'est-ce que cela disait de la nature de la conscience ? De la réalité elle-même ? Était-ce une preuve d'un inconscient collectif plus puissant que jamais imaginé, d'une connexion télépathique latente entre les esprits ? Ou bien une démonstration terrifiante de la fragilité de notre perception, de notre capacité à être manipulé par une simple image et un récit viral ? Le sentiment d'un secret profond, à la fois terrifiant et fascinant, imprégnait l'air comme un brouillard tenace. Les débats s'enflammaient sur les plateformes en ligne, les discussions se prolongeaient tard dans la nuit, les voix s'élevaient, parfois empreintes de peur, parfois de colère, parfois d'une curiosité insatiable. Chacun avait sa théorie, son espoir d'une explication, mais aucune ne résistait à l'épreuve de l'universalité du phénomène. L'homme du cauchemar était là, omniprésent et insaisissable, une énigme vivante qui témoignait de la limite de notre compréhension du monde, et peut-être de nous-mêmes. C'était le moment où le mythe était à son apogée, non pas parce qu'une réponse avait été trouvée, mais précisément parce qu'aucune ne l'avait été, le laissant flotter, intemporel et troublant, au-dessus de la conscience collective. De 2013 à 2014, l'impact le plus poignant et le plus déconcertant du phénomène se manifesta avec une acuité particulière chez les enfants. Leur esprit, malléable et leur imagination débordante, se révélaient des terrains fertiles pour la graine de la peur collective semée par l'homme du cauchemar.
L'atmosphère était à la fois innocente et vulnérable, un contraste saisissant entre la pureté de l'enfance et l'intrusion d'une angoisse diffuse. Des parents, désemparés, partageaient des anecdotes dans les groupes de discussion en ligne et lors de réunions scolaires. Leurs récits étaient poignants, dénués de l'ironie ou du détachement parfois présent chez les adultes. Une mère racontait comment sa fille de 5 ans, qui n'avait jamais été exposée à Internet, avait commencé à dessiner un visage étrangement familier, sans cheveux, avec des sourcils épais, le qualifiant de « monsieur qui regarde ». Un père décrivait son fils de 8 ans se réveillant en hurlant, incapable de décrire son cauchemar si ce n'est par un « l'homme ». Il était là. Ces histoires, bien que rapportées sans nommer d'enfants spécifiques pour protéger leur anonymat, se multipliaient, peignant un tableau inquiétant. Dans les cours de récréation, la légende prenait des formes inattendues. Des jeux d'enfants se développaient, basés sur la peur partagée de « l'homme qui vient dans tes rêves ». Les enfants se chuchotaient des versions déformées de l'histoire, créant leur propre mythologie autour de cette figure. Des dessins de l'homme du cauchemar apparaissaient sur les tableaux noirs, sur les feuilles de papier gribouillées, parfois avec des ajouts enfantins des cornes, des dents pointues transformant l'image neutre en un véritable monstre. Ces manifestations soulignaient la vulnérabilité et l'imagination débordante des jeunes esprits face à un mythe viral qui, pour eux, n'avait pas de distinction claire entre le monde réel et le monde des histoires. Les éducateurs commençaient à remarquer ces schémas, s'interrogeant sur l'origine de cette peur collective. Le rôle des récits numériques dans la formation des peurs enfantines était mis en lumière. Les enfants, même sans accès direct à Internet, étaient perméables aux conversations de leurs parents, aux bribes d'émissions de télévision, aux rumeurs qui circulaient parmi leurs camarades plus âgés. La légende de l'homme du cauchemar agissait comme un catalyseur, se greffant sur des angoisses enfantines préexistantes de l'inconnu, de l'intrus, du monstre sous le lit, mais avec une dimension collective et universelle qui la rendait d'autant plus terrifiante. L'état psychologique dominant était l'anxiété parentale, une confusion enfantine et le sentiment d'une menace diffuse mais omniprésente. Les parents se sentaient impuissants face à une peur qui ne venait pas d'une menace tangible, mais d'un phénomène immatériel, viral, qui s'infiltrait dans les rêves de leurs enfants. Comment protéger un enfant d'un cauchemar partagé par des milliers d'autres, d'un visage que personne ne pouvait expliquer ? La pureté des rêves enfantins, habituellement un refuge, était désormais envahie par cette figure énigmatique, laissant les adultes face à une question sans réponse, un mystère qui touchait au plus profond de l'innocence. Entre 2014 et 2016, la frénésie autour de l'homme du cauchemar commença à s'apaiser, comme une marée haute qui, ayant atteint son zénith, entame son inéluctable reflux. Les vagues de témoignages, jadis déferlantes sur Tisman.org, se firent plus rares, plus espacées, ne laissant plus qu'un murmure dans le vaste océan numérique. L'effervescence initiale, celle qui avait embrasé les forums et les conversations nocturnes, se dissipait lentement, remplacée par d'autres curiosités virales, d'autres énigmes éphémères qui captaient l'attention fugace du public connecté. Le site d'Andrea Natella, jadis un phare dans la tempête du subconscient partagé, demeurait en ligne, une archive silencieuse d'un phénomène qui avait défié la logique. Ces pages, autrefois mises à jour avec une urgence fébrile, reflétaient désormais une quiétude presque mélancolique. Les dernières entrées dataient de plusieurs mois, voire d'une année, et les commentaires sous les portraits s'étaient taris, laissant des silences numériques où résonnaient autrefois des échos de peur et de reconnaissance. L'atmosphère, devenue nostalgique et apaisée, évoquait le crépuscule d'une ère, la fin d'un chapitre intense. Ce n'était pas un oubli total, non, mais une transition, un glissement subtil de l'actualité brûlante vers la mémoire collective. Andrea Natella lui-même, l'artiste sociologue qui avait allumé cette mèche, observait ce déclin avec une forme de résignation progressive. Il n'y avait ni tristesse amère, ni frustration, mais une acceptation sereine de la nature cyclique des phénomènes Internet. Il avait posé une question, et le monde avait répondu. Maintenant, le monde passait à autre chose. Il avait vu naître un mythe, le voir s'estomper n'était que la suite logique de son existence éphémère. Cette phase de normalisation, après des années d'intense fascination, était presque un soulagement. Le silence qui s'installait était différent de celui qui précédait la découverte. Il était chargé de la mémoire des millions de rêves, des milliers de peurs et des centaines de théories. L'homme du cauchemar, bien que moins présent dans les conversations quotidiennes, avait laissé une trace indélébile, une cicatrice invisible sur l'inconscient collectif. Le retour à une forme de normalité était teinté d'une nouvelle sagesse, d'une compréhension plus profonde de la fragilité de nos perceptions et de la puissance des histoires partagées. Puis, entre 2016 et 2018, l'homme du cauchemar ne disparut pas, il se transforma. Il muta de phénomène viral en légende urbaine moderne, un archétype numérique solidement ancré dans le folklore d'Internet. Son histoire fut désormais narrée aux côtés de figures emblématiques comme Slender Man, ce monstre sans visage né des forums, ou les creepypastas qui hantaient les nuits des adolescents connectés. Il ne s'agissait plus d'une quête active de témoignages, mais d'une rétrospection, d'une analyse de son impact culturel. Dans les amphithéâtres universitaires, au sein des départements de sociologie des médias numériques ou de psychologie des légendes, le cas de l'homme du cauchemar devint un sujet d'étude fascinant. Les experts en psychologie du rêve et phénomènes collectifs, qui avaient jadis tenté de déchiffrer les mécanismes de sa propagation, purent enfin prendre du recul. Ils disséquaient sa genèse, sa viralité, l'engouement qu'il avait suscité, et son lent déclin, le tout à travers le prisme de la culture contemporaine. Des articles de fond, des essais académiques, des chapitres de livres furent écrits, analysant comment un simple croquis et une anecdote en ligne avaient pu résonner si profondément à travers le monde. L'atmosphère devint historique et récapitulative.
Les chercheurs s'intéressaient à l'intégration d'un phénomène éphémère dans le grand récit de la culture numérique, à la manière dont une image pouvait transcender sa matérialité pour devenir une idée, un concept, une peur partagée. Le portrait de l'homme du cauchemar, avec son crâne lisse et ses sourcils épais, était reproduit dans des présentations PowerPoint, des manuels, des articles, non plus comme une preuve de son existence onirique, mais comme une icône culturelle, un symbole de la puissance des mythes à l'ère du réseau global. L'état psychologique général était celui d'une réflexion distante. Les acteurs de ce phénomène, les premiers témoins, Andrea Natella, le public connecté pouvait désormais apprécier la signification de ce qui s'était passé avec le recul nécessaire. Il y avait une sorte de fierté collective, non pas d'avoir vu l'homme, mais d'avoir participé à la création et à la propagation d'une légende aussi singulière. C'était la reconnaissance d'une expérience collective unique, un moment où des milliers d'esprits s'étaient connectés, non pas par des mots ou des images conscientes, mais par les profondeurs insondables de leurs rêves. L'homme du cauchemar avait trouvé sa place, non pas dans la réalité éveillée, mais dans le panthéon des histoires qui nous définissent. Puis, alors que les années s'écoulaient, de 2018 à 2020, le phénomène de l'homme du cauchemar commença à inspirer au-delà des cercles académiques. Il devint une muse pour les artistes et une énigme pour les philosophes, s'élevant au rang de métaphore existentielle. L'atmosphère devint profonde et symbolique, invitant à une contemplation sereine. Des artistes, touchés par l'universalité de l'expérience, s'emparèrent de l'image et du concept. Des peintres créèrent des toiles où le visage de l'homme du cauchemar se fondait dans des paysages oniriques, où se multipliait à l'infini, symbolisant la nature collective de la peur. Des sculpteurs façonnèrent son effigie dans des matériaux bruts, comme pour donner corps à l'insaisissable. Des cinéastes indépendants explorèrent des scénarios où des personnages étaient hantés par cette figure, transformant le phénomène Internet en une exploration des profondeurs de la psyché humaine. Ces œuvres ne cherchaient pas à expliquer, mais à ressentir, à traduire l'angoisse et la fascination en forme tangible. Elles exploraient les thèmes de la réalité partagée, de l'identité collective et de la puissance insidieuse de la suggestion, montrant comment une idée pouvait s'ancrer dans l'esprit de millions de personnes. Les philosophes, quant à eux, se penchaient sur ce que le phénomène révélait de notre conscience collective à l'ère numérique. Ils débattaient de la porosité entre le monde des rêves et la réalité éveillée, de la manière dont les technologies de communication pouvaient non seulement relier les individus, mais aussi influencer leurs expériences les plus intimes, leur nuit. Était-ce une preuve d'un inconscient collectif jungien qui se manifestait à travers un nouveau médium ? Ou simplement un exemple frappant de la suggestibilité humaine, amplifiée par la viralité d'Internet ? Ces questions, complexes et nuancées, étaient au cœur de leurs réflexions, cherchant un sens plus profond au-delà des faits bruts. L'état psychologique était celui de la contemplation. Le phénomène, débarrassé de l'urgence de la recherche d'une explication immédiate, pouvait être examiné avec une nouvelle perspective. Il n'était plus seulement un mystère à résoudre, mais une lentille à travers laquelle observer la nature humaine. L'homme du cauchemar était devenu un miroir, reflétant nos peurs partagées, notre capacité à créer des mythes, et notre besoin inaliénable de donner un sens à l'inexplicable. Sa persistance dans l'imaginaire collectif, même sous cette forme plus abstraite, témoignait de son pouvoir symbolique, de sa capacité à toucher des cordes profondes de l'expérience humaine. De 2020 à 2022, le mystère de l'homme du cauchemar persistait, refusant toute résolution définitive. Malgré toutes les analyses académiques, les interprétations artistiques et les tentatives d'explication rationnelle, aucune réponse universellement acceptée n'avait été trouvée. Org demeurait en ligne, figé dans le temps, une archive numérique de cette énigme, un témoignage éloquent de la capacité humaine à créer et à croire en des mythes partagés. L'atmosphère était persistante et énigmatique, un voile de mystère qui continuait de fasciner. L'homme du cauchemar, avec son visage générique et pourtant si distinct, était devenu un symbole de l'inconnu, une incarnation de ces questions qui, par leur nature même, sont destinées à rester sans réponse. Il représentait la limite de notre compréhension, le point où la science s'arrête et où l'imagination, la croyance, ou peut-être une réalité plus profonde, commence. Le récit explorait la beauté étrange de cet inconnu, la terreur subtile qu'il inspirait et la fascination qu'il exerçait. C'était une beauté dans l'ambiguïté, une terreur dans l'universalité, et une fascination pour ce qui échappe à toute catégorisation. L'état psychologique dominant était l'acceptation de l'ambiguïté. Le public, les anciens témoins, et même les experts, avaient trouvé une paix relative avec l'absence de résolution. La quête frénétique d'une explication unique avait cédé la place à une reconnaissance que certains mystères sont plus puissants lorsqu'ils restent intacts. L'homme du cauchemar n'avait pas besoin d'une identité réelle, ni d'une explication scientifique irréfutable pour exister. Son existence était dans les rêves partagés, dans les conversations chuchotées, dans les dessins d'enfants et dans l'imaginaire collectif. Il était le mythe vivant, un rappel que même à l'ère de l'information et de la rationalité, l'esprit humain conserve une capacité inébranlable à s'émerveiller devant l'inexplicable, à se perdre dans les méandres du subconscient. Le mystère n'était pas un échec, mais une victoire de l'imagination sur la certitude. De 2022 à aujourd'hui, l'histoire de l'homme du cauchemar continue de résonner, non pas comme une mode passagère, mais comme une pierre angulaire dans notre compréhension des rêves, de l'expérience collective et du pouvoir transformateur d'Internet. La conclusion s'ouvre sur une réflexion, laissant le lecteur avec une question plutôt qu'une réponse définitive, une méditation finale sur la complexité de l'esprit humain et de la culture numérique. Qu'il s'agisse d'une pure coïncidence psychologique, d'une puissante suggestion collective, ou de la manifestation d'un véritable archétype jungien,
le phénomène a révélé une vérité fondamentale, la fragilité de nos réalités individuelles. Nos mondes intérieurs, nos pensées les plus intimes, nos peurs les plus profondes ne sont pas aussi isolés que nous pourrions le croire. L'homme du cauchemar a mis en lumière la force des liens invisibles qui nous unissent, même dans les recoins les plus sombres de notre subconscient. Il a démontré que l'Internet, au-delà de sa fonction de simple outil de communication, peut devenir un catalyseur de phénomènes psychologiques de masse, un miroir amplifiant les résonances de l'esprit humain. L'impact durable de cette figure énigmatique se mesure non seulement à la persistance de son image dans le folklore numérique, mais aussi à la manière dont elle a élargi le champ de nos interrogations. Elle nous a forcés à considérer la possibilité de réalité partagée qui échappe à notre perception consciente, à nous interroger sur la nature même de la conscience et de la connectivité humaine. Andrea Natella, l'homme qui avait initié cette expérience, pouvait observer avec une satisfaction sereine la pérennité de son projet, bien au-delà de ses intentions initiales. Son site, son croquis, étaient devenus des points de départ pour des milliers de conversations, des millions de réflexions. L'homme du cauchemar est une leçon vivante sur la manière dont la culture peut façonner la psyché, comment une image peut devenir un réceptacle pour des peurs universelles, et comment la technologie peut accélérer la naissance et la propagation des mythes modernes. Il demeure une énigme fascinante, une tache d'encre de Rorschach géante sur laquelle des millions de personnes ont projeté leurs propres angoisses et questions. Et la question finale, celle qui plane encore dans l'air, est la suivante. L'homme du cauchemar continuera-t-il à apparaître dans les rêves des enfants et des adultes à l'avenir ? Son visage, désormais gravé dans la mémoire collective, est-il devenu un invité permanent de nos nuits, un archétype moderne qui se transmettra de génération en génération, indépendamment de la viralité d'Internet ? Ou s'est-il retiré, laissant derrière lui une légende, un souvenir d'une époque où le monde s'est uni dans un cauchemar partagé ? Le silence qui suit cette question est lourd de sens. Il est le rappel que certains mystères sont destinés à nous accompagner, à nous pousser à la réflexion, sans jamais nous offrir de réponse définitive. L'homme du cauchemar n'est pas seulement une histoire de rêve, c'est une histoire de nous-mêmes, de notre capacité à nous connecter, à nous effrayer et à nous émerveiller face à l'inconnu, à l'aube d'une ère numérique où les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre l'individuel et le collectif, s'estompent plus que jamais. Et peut-être, dans le silence de nos propres nuits, son visage attend-il encore, au tournant d'un rêve, prêt à émerger une fois de plus.